Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Sarah Lachaud, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Sarah, aujourd'hui avec toi, nous allons parler mouvement chez le tout petit, nous allons parler motricité, nous allons parler évolution du mouvement. C'est un sujet qui, bien sûr, va intéresser les parents pour des enfants finalement d'un âge bien différent parce que l'évolution motrice de l'enfant, ça concerne les tout petits et puis en grandissant aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es psychomotricienne? Bonjour Aurélie, merci de me recevoir dans le podcast de Fait Dodo aujourd'hui. Donc moi je suis Sarah Lachaud, je suis psychomotricienne. Ça fait maintenant 7 ans que je suis diplômée. Donc j'avais commencé d'abord à travailler à mi-temps dans un institut pour enfants sourds à Paris. Et en parallèle, j'avais poursuivi mes études en passant un master en sciences du langage. Et puis ensuite, en cours d'année, j'ai déménagé à Aix-en-Provence. Donc ça va faire 6 ans maintenant. Et j'ai ouvert mon cabinet de psychomotricité où du coup, je reçois de très nombreux bébés et enfants. Donc à l'époque, j'étais à temps plein. Et maintenant, je réduis le cabinet. Là, je suis à 3 jours par semaine parce que je développe d'autres activités en parallèle, donc notamment des interventions dans plusieurs crèches autour d'Aix-en-Provence. J'enseigne également dans une école de psychomotricité à Marseille et dans une école d'auxiliaire de puériculture à Aix-en-Provence. Et je suis aussi formatrice. Là, je suis en train de terminer la création de mon organisme de formation pour les professionnels de santé. Et je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram où j'essaye d'apporter beaucoup de conseils et d'idées d'exercices, de jeux pour les parents et pour les professionnels de santé. Ça fait beaucoup de casquettes. Sarah, j'imagine que tu viens ici avec une grande passion. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orientée vers la psychomotricité, vers l'accompagnement des parents, des professionnels, mais surtout de l'enfant? C'était quelque chose qui était en toi comme ça depuis toujours finalement, un petit peu une vocation? Ouais, non, ça a été depuis toujours. Quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être soit maîtresse d'école, soit médecin. Mais bon, après, j'ai appris les études qu'il fallait faire, donc j'ai essayé de chercher une autre voie. Donc à la base, je m'étais orientée plus vers l'orthophonie parce que je connaissais pas du tout le métier de psychomotricien, tout simplement. Donc j'étais partie pour orthophoniste. Et puis j'étais animatrice en fait dans une colonie de vacances et la directrice de cette colonie était psychomotricienne. Donc c'est là que j'ai découvert le métier, qu'elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et là je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et depuis, j'ai jamais regretté mon choix. Je suis très très heureuse et je me spécialise de plus en plus, moi surtout dans le domaine des tout petits. Le monde de la petite enfance, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je trouve ça magnifique, les bébés en mouvement. Et puis petit à petit, voilà, j'ai essayé de développer parce que j'aime bien faire plusieurs choses. Sinon, je m'ennuie assez rapidement. Donc, quand on peut faire plusieurs choses, je trouve que c'est intéressant de le proposer de différentes manières. Et moi, je suis une fille de prof. Mes 2 parents sont professeurs, sont enseignants. Donc, en fait, c'est naturellement aussi finalement qu'après, je me suis tournée aussi vers l'enseignement, vers la formation. Et j'aime beaucoup aussi transmettre aux professionnels de santé et aux étudiants. Je trouve que c'est aussi très riche et intéressant. Eh ben, je me doute et puis en plus effectivement c'est un sujet sur lequel il y a quand même vraiment beaucoup à partager et puis comme je le disais aussi en introduction, ça concerne vraiment, les enfants, tout au long de leur croissance. Tu parlais toi des tout petits, que tu t'étais spécialisée là, enfin en tout cas que tu t'orientais encore plus vers les tout petits. J'aimerais bien justement que tu nous en dises un petit peu plus quand on parle de psychomotricité, quand on parle du métier de psychomotricien, psychomotricienne, de quoi parle-t-on?
quelle tranche d'âge pour les enfants? Est-ce que tu peux nous aider à cadrer un petit peu tout ça pour qu'ensuite tout ce que tu dis, ça puisse faire encore plus sens pour les parents qui nous écoutent? Alors, la psychomotricité, donc c'est une profession paramédicale, donc vraiment dans le secteur de la santé, qui est à peu près dans la même branche que l'orthophonie, la kinésithérapie, l'orthopsie, l'ergothérapie, etc. Et donc, le psychomotricien, il va s'intéresser à l'ensemble de la personne. Il va s'intéresser au fonctionnement moteur, il va s'intéresser au fonctionnement cognitif, donc tout ce qui va être l'attention, la concentration, le raisonnement, la planification, etc. Et aussi le fonctionnement émotionnel, donc la relation avec les autres, la confiance en soi, la gestion des émotions. Donc nous, on essaie vraiment de prendre l'individu dans sa globalité, vraiment de travailler sur ces 3 secteurs qui sont en interrelation. Et en fait, nous, les psychomotriciens, on ne travaille pas qu'avec les enfants. Du coup, justement, on peut vraiment travailler du bébé jusqu'à la personne âgée, en passant par les enfants, les adolescents et les adultes. Donc généralement, c'est plus parlant quand on donne des exemples justement de quel profil on peut recevoir, avec qui est-ce qu'on peut travailler. Donc pour les enfants, ça va être notamment si il a des difficultés, un manque de coordination motrice, des difficultés d'équilibre, des difficultés dans les apprentissages scolaires, en écriture aussi qui peut être coûteuse, qui peut être lente, qui peut être douloureuse. On peut aussi travailler avec des enfants qui ont un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, des enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Voilà, c'est vraiment très 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 variable. Mmh. Effectivement, là, dans ce podcast, on va se focaliser sur le développement moteur de l'enfant. Et pour démarrer, ce que je te propose, c'est peut-être de nous donner quelles sont les grandes étapes du développement moteur d'un enfant, parce que finalement, c'est quelque chose qui va être commun à l'ensemble des enfants qui naissent sur cette terre. C'est pas des choses qui sont, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui sont liées à une culture ou à une quelconque région du monde. C'est quelque chose vraiment comme les émotions primaires, c'est quelque chose de global. Est-ce que tu peux nous les détailler, nous dire un petit peu par quelle étape l'enfant passe lorsque il grandit? Oui, alors je précise juste déjà qu'en effet, on va avoir une certaine prévisibilité sur les étapes que va franchir un bébé. Par exemple, on sait souvent qu'il va se mettre assis avant de se mettre debout. Mais par contre, ça peut être totalement variable d'un enfant à un autre. Là, les âges que je vais donner, c'est vraiment des moyennes qui signifient qu'une majorité d'enfants va passer ces étapes à ce moment-là, mais que d'autres bébés vont le faire avant et vont le faire après sans qu'il y ait forcément de difficultés particulières. Donc il faut vraiment partir du principe que ça dépend aussi de chaque enfant. Même l'ordre des étapes, la présence ou non de ces étapes, ça dépend vraiment de chaque enfant. Mais en général, ce qu'on va retrouver déjà, c'est que de 0 à 3 mois, le bébé est dans ce qu'on appelle une motricité involontaire. Là, c'est vraiment, tout est réflexe, tout est automatique. Tout ce qu'il va faire, même par exemple lorsqu'on lui met un doigt ou un stylo ou peu importe un jouet dans la paume de sa main, automatiquement, il va venir refermer ses doigts dessus. Donc, c'est pas qu'il attrape déjà les objets, c'est vraiment un réflexe. On appelle ça le réflexe de grasping, d'agrippement palmaire. Et donc, il a plein de réflexes comme ça pendant ces 3 premiers mois qui vont vraiment dominer son corps. C'est vraiment, on va observer des mouvements généraux un petit peu désorganisés. Il va tendre les bras, fléchir les jambes, voilà. De 0 à 3 mois, il se passe pas grand-chose sur le plan moteur puisqu'on est vraiment dans cette motricité totalement involontaire. Et vers 3-4 mois, cette motricité involontaire va progressivement passer à une motricité volontaire, où là, ça y est, l'enfant va prendre pleinement possession de son corps. Il va attraper volontairement les objets, il va découvrir qu'il a des mains, il va les mettre à sa bouche, il va chercher aussi à enrouler son bassin, et qu'est-ce qui va apparaître dans son champ de vision ? Ses pieds, qu'il va chercher aussi à attraper et à mettre en bouche. Et généralement, quand il commence à attraper ses pieds, eh ben, il va basculer sur le côté. Et ça, c'est l'un des prémices du retournement sur le ventre, qui apparaît généralement entre 4 et 6 mois.
Ensuite, vers 6 mois, pareil, je dis toujours vers, autour, parce que ça dépend vraiment, encore une fois, des enfants. C'est juste des moyennes, des tranches d'âge. Vers 6 mois, le bébé, donc, qui est à l'aise sur le ventre, qui maintient bien sa tête, il va chercher à attraper les objets qui sont sur sa droite et sur sa gauche. Et donc, il va pivoter sur son ventre. Il va pivoter comme une horloge. Et ça, c'est le prémisse du ramper vers l'avant. Parce que le ramper, c'est une coordination qui est très complexe, puisque le bébé va devoir trouver comment faire travailler en même temps le haut et le bas de son corps pour se projeter vers l'avant. Donc il ne faut pas oublier cette étape de pivotement qui, pour moi, est une étape clé et transitoire qui permet ensuite de passer plus facilement au rampé. Et donc le rampé, il apparaît en général vers 7 mois. C'est le premier déplacement, le vrai déplacement où le bébé va pouvoir explorer son environnement et sortir de son tapis de motricité. Ensuite, en général, vers 8-9 mois, 9-10 mois, le bébé va chercher à repousser ses appuis et donc il va tendre ses bras et enrouler son bassin pour prendre appui sur ses genoux. Il va se retrouver en position 4 pattes. Il peut se passer un petit moment entre le moment où le bébé se met à 4 pattes et le moment où il se déplace à 4 pattes. Ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Maintenir la position à 4 pattes, ça demande de la force, ça demande de l'équilibre et donc ça demande du temps. Et c'est en général à ce moment-là que le bébé découvre comment se mettre assis tout seul. Puisqu'une fois qu'il est en position 4 pattes, il n'a plus qu'à positionner ses fesses sur le côté et à se redresser pour s'asseoir tout seul. Et comme il aura trouvé le chemin pour s'asseoir seul, il va plus facilement trouver le chemin pour ressortir de l'assise et continuer à faire son 4 pattes, à escalader, à passer par-dessus les obstacles. Ça, c'est vraiment une période qui est extrêmement riche au niveau moteur. Et ensuite, entre 10 et 20 mois, là, ça y est, le bébé va chercher à se verticaliser. Donc, il va commencer à se mettre debout avec appui, en se tenant à un meuble. Une fois qu'il tient bien debout, il va chercher à se déplacer le long des meubles. Donc, on est sur un déplacement horizontal au début. Et à partir de ce moment-là, ensuite, on peut lui proposer, par exemple, un petit chariot de marche ou un meuble qui glisse pour qu'il commence à se déplacer vers l'avant, toujours avec appui. Et une fois qu'il a bien marché avec appui, qu'il s'est bien déplacé le long des meubles, il va ensuite se mettre debout et tenir en équilibre sans appui. Et après, on sait que ça y est, le bébé a tous les prérequis pour débuter la marche autonome. Donc la fourchette de la marche, elle est extrêmement large. Elle va de 9-10 mois jusqu'à 18-20 mois. Donc vraiment, on a le temps pour qu'il puisse passer toutes ces étapes-là. Là, on a cité pas mal d'étapes, du coup. Est-ce que c'est important pour bébé de passer par toutes ces étapes? Alors, tu parlais de l'ordre tout à l'heure, où finalement, on se dit, bah oui, effectivement, il va probablement s'asseoir avant de faire autre chose, etc. Mais est-ce que c'est important qu'il ait, entre guillemets, validé, tu vois, toutes les étapes? Parce que c'est vrai qu'on entend certains parents ou parfois dans son entourage, on peut avoir des personnes qui disent: «Ah non, mais de toute façon, je pense qu'il marchera sans passer par le 4 pattes», ou alors on a toujours un frère, une sœur, un cousin qui a fait ça, par exemple. Est-ce que c'est assez général? Est-ce que ce sont plutôt des exceptions? Est-ce que c'est OK pour l'enfant? C'est préférable? Ou est-ce que c'est mieux qu'il passe par toutes ces étapes? Est-ce qu'il y a des généralités par rapport à ça? Alors, c'est très intéressant pour le bébé qu'il puisse vivre un maximum d'expériences sensorimotrices. Donc là, les étapes que j'ai citées, un maximum d'enfants les franchit. Mais bien sûr, certains vont les passer très rapidement, d'autres vont prendre un peu plus de temps, ou d'autres, par exemple, vont sauter le rampé et ou le 4 pattes et marcher directement. Vraiment, c'est très variable d'un enfant à un autre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que l'enfant il passe par ces étapes? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, en mettant les objets à sa bouche, en les manipulant, le bébé, il va enregistrer en fait énormément d'informations sensorielles qui vont lui apporter des informations sur la taille de l'objet, son poids, sa texture, sa forme. Donc en fait, en faisant tout ça, on travaille aussi le cognitif. Il emmagasine énormément de choses. En se déplaçant, il apprend à être autonome, à développer sa motricité. Il apprend aussi à se protéger des futures chutes, par exemple, quand il va commencer à marcher. Parce que oui, un enfant chute et on ne peut pas les éviter. Une étude disait d'ailleurs que l'enfant passait en moyenne 1000 chutes avant l'acquisition de vraiment la marche autonome. Et donc, par exemple, en rampant
rampant ou en faisant du quatre pattes, comme le bébé prend énormément appui sur ses bras, et bien lorsqu'il est debout et qu'il va chuter vers l'avant, il va avoir ce qu'on appelle une réaction parachute qui va faire qu'il va placer ses bras devant lui et qui va avoir le réflexe et la force suffisante pour se protéger avec ses bras et pour se rattraper. Et donc de pouvoir faire toutes ces étapes-là, ça va lui permettre de prendre confiance en lui et d'avoir aussi une meilleure connaissance de son corps. Mais bien sûr, encore une fois, c'est très variable d'un enfant à un autre. Le développement, il dépend de plein de facteurs, dont la maturation neurologique et aussi le caractère de l'enfant. On a des enfants qui sont très pressés, qui ont envie de passer très rapidement les étapes, d'autres qui prennent un petit peu plus de temps, qui sont intéressés par d'autres choses. Donc vraiment, c'est très variable et ce n'est pas obligatoire de passer par le rampé, ce n'est pas obligatoire de passer par le quatre pattes, pas du tout. Il y a plein d'enfants qui ne le font pas et qui vont très bien et ça j'entends aussi beaucoup et c'est quelque chose sur lequel j'essaye vraiment de mettre l'accent. C'est pas parce qu'un enfant n'a pas fait de rampé ou de quatre pattes que plus tard il va avoir des difficultés motrices, qu'il va avoir un trouble de l'attention, qu'il va avoir un trouble du spectre autistique. Pas du tout, il n'y a aucune étude qui fait le lien entre l'absence de quatre pattes et tous ces troubles-là, donc vraiment, il n'y a pas de souci. Si le bébé peut les expérimenter, c'est chouette pour lui, mais s'il ne les fait pas, c'est pas grave. Et même parfois un bébé qui a marché sans ramper ou sans faire de quatre pattes avant, il va expérimenter parfois le quatre pattes après la marche, tout simplement. Alors, tout à l'heure, dans les étapes du développement, tu t'es arrêtée à 20 mois, justement à l'acquisition de la marche. Est-ce que ça veut dire que finalement, le fait de courir, je sais pas, de faire du vélo ou d'apprendre le cloche-pied, j'ai dit des exemples au hasard, ça fait pas partie des étapes de développement, ce sont des choses finalement à part et qui peuvent être encore plus variables chez les enfants? Si, ça en fait partie. C'est juste que je me suis arrêtée là parce qu'en général, c'est les plus globales. Et puis après, sinon, en fait, il y a tellement d'étapes. Même la prise du crayon, il y aurait tellement en fait d'étapes à rajouter. Mais bien sûr, il se passe aussi d'autres choses après 20 mois. Donc en général, vers 2 ans, donc là, ça y est, la marche, elle est vraiment bien acquise. Le bébé, l'enfant, maintenant, le bambin, commence à courir. Il peut tenir sur un pied sans aide. Il commence aussi à monter et descendre les escaliers sans alterner les marches, donc vraiment en mettant les deux pieds sur une même marche. Et ensuite, après, vers 3 ans, là, ça y est, on continue. Là, il monte et descend les escaliers en alternant les pieds. Il peut sauter à pieds joints, tenir sur un pied. Il peut commencer à faire du tricycle. La draisienne, en général, on commence vers 2 ans et demi. Et puis ensuite, après l'acquisition du vélo, ça dépend, c'est entre 4 ans et demi, 6 ans et demi la moyenne. Et puis après, voilà, on pourrait rajouter énormément d'étapes dans le développement des tout petits. Mais c'est vrai que pour compléter aussi, on peut rajouter ça. Et également le fait que pour la motricité fine, que tout ce qui est encastrement, faire des tours de cube, etc., ça commence à partir de 12 mois et ça intéresse vraiment l'enfant vers 16-18 mois. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas être trop pressé. D'abord, il travaille sa motricité globale. Il commence un petit peu à travailler sa motricité fine. Vers 9 mois, il commence à attraper les objets entre la pince, entre le pouce et l'index. Donc la motricité devient plus précise, mais il commence vraiment à construire à partir de 1 an. Et puis c'est petit à petit que ça se développe de plus en plus jusqu'à la peinture, les gommettes, l'écriture, tout ce qui va lui servir pour la suite de son développement aussi, et pour l'écriture. Ce que je note depuis tout à l'heure, Sarah, et ça me donne envie de te poser une question, c'est que finalement, tu parles de l'enfant, tu dis l'enfant il va faire ci, il va faire ça, et c'est vrai que dans tout ton discours, tu dis pas que le parent doit aider l'enfant à faire, etc. Là, tu parles vraiment que de l'enfant, un petit peu comme si le parent n'existait pas. Et bien sûr, enfin, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que souvent, en tant que parent, on peut avoir l'impression qu'il faut qu'on aide son enfant pour absolument tout, alors qu'en fait, le développement moteur, ça lui appartient. Et j'ai l'impression qu'en tant que parent, la seule chose qu'on peut faire pour l'aider, c'est de pas entraver justement toutes les étapes que tu as citées et de laisser explorer un maximum. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que le parent, il a un autre rôle à jouer finalement? Qu'est-ce que toi, tu observes dans ces développements-là?
Alors non, le parent existe et le parent a vraiment toute sa place dans l'accompagnement du développement de son enfant. On laisse pas l'enfant livré à eux-mêmes. Certains bébés, en effet, vont être tellement pressés, tellement dynamiques qu'on va pas avoir besoin forcément de les accompagner parce qu'ils y vont tout seuls. Mais d'autres bébés vont avoir besoin d'un petit peu plus de soutien et dans tous les cas, le parent est là pour accompagner son enfant, pour l'encourager, pour le rassurer, pour le guider, pour jouer avec lui. Ça, c'est hyper important aussi. Ça, on sait que c'est l'un des premiers besoins essentiels pour le tout petit. C'est le besoin affectif, c'est le besoin relationnel. Il a besoin de communiquer avec le parent. Donc non, bien sûr, le parent a toute sa place dans le développement de son enfant. On peut tout à fait stimuler son enfant en respectant bien sûr son rythme et où est-ce qu'il en est dans ses acquisitions, mais le parent est là, bien sûr, pour accompagner l'enfant, pour jouer avec lui, pour prendre du plaisir avec lui dans la découverte de son corps et de son monde. Je pensais, ma question était aussi orientée dans, comment dire, tu vois, le fait de, par exemple, asseoir un enfant parce qu'on a l'impression qu'il peine à le faire tout seul. Alors c'est peut-être des idées reçues que j'ai, mais justement, je serais curieuse que tu puisses nous éclairer là-dessus. Où justement, j'avais la sensation qu'il fallait vraiment que le parent puisse être plus dans l'observation et dans l'accompagnement relativement discret pour que l'enfant puisse suivre les étapes à son rythme, de pas le forcer, le tenir pour que lui marche, ne pas le mettre assis ou ne pas le mettre finalement dans des postures que son corps ne va pas chercher lui-même, peut-être parce qu'il n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est pour ça que j'ai bien précisé dans ma phrase juste avant que le parent est là et qui peut accompagner, stimuler son enfant en respectant son rythme et où est-ce qu'il en est dans ses acquisitions motrices. Donc ça, c'est exactement pour ce que tu viens de dire, que si l'enfant a 3 mois, qu'il est en train de commencer à attraper volontairement les objets, on peut tout à fait l'accompagner en lui tendant les objets, en commençant à enrouler son bassin pour qu'il voit ses pieds, qu'il cherche petit à petit à les attraper. Mais par contre, on va pas lui proposer de le mettre assis, d'apprendre à tenir assis parce qu'il en est pas du tout là, qu'il n'a pas du tout besoin de ça. Donc le parent est là aussi, mais en respectant vraiment où en est l'enfant, sans brûler les étapes et en respectant vraiment son rythme. Tu as parlé tout à l'heure de motricité fine, de motricité aussi globale du coup. J'aimerais qu'on puisse s'attarder sur un autre terme qui vient souvent avec motricité, c'est la motricité libre. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Alors, la motricité libre, donc c'est un concept qui a été introduit en 1970, si je dis pas de bêtises, par le docteur Amy Pickler, qui était une pédiatre hongroise. Et donc, cette docteure, elle a passé beaucoup de temps à observer des bébés bouger dans un orphelinat et elle est partie du principe, son analyse, c'est que si on laisse la possibilité au bébé de bouger sans lui imposer des positions et sans le coincer dans des matériaux, dans des dispositifs, il est tout à fait capable de trouver le chemin et les étapes qui vont le mener jusqu'à la marche. Donc c'est ça le principe de motricité libre, mais il faut faire attention. Donc c'est génial, le principe il est vraiment génial, surtout pour l'époque où on s'intéressait vraiment peu au bébé, où on pensait qu'il avait très peu de capacité encore. Donc le postulat est hyper intéressant et bien sûr laisser les bébés bouger sans les entraver dans leur motricité c'est génial, mais il faut faire attention par contre à certaines limites. La motricité libre, ça ne veut pas dire que le bébé est tout seul. Ça, pas du tout. Ça veut pas dire que je pose mon enfant sur un tapis de motricité et je le laisse faire sa vie. Non, c'est pas ça la motricité libre. La motricité libre, c'est de pas le laisser dans son transat toute la journée, de le placer sur ses temps d'éveil sur son tapis de motricité, mais le parent est là et c'est tout à fait possible qu'il soit là pour accompagner son enfant, pour le stimuler, pour jouer avec lui, mais toujours en respectant, encore une fois, son rythme et où est-ce qu'il en est dans ses étapes. Et une autre limite à laquelle il faut faire attention aussi, c'est la motricité libre, c'est pas forcément pour tous les bébés. Encore une fois, on a des bébés qu'on appelle des bébés 4x4. C'est ceux qui vont très vite et qui n'ont pas besoin forcément de l'intervention de l'adulte pour se retourner, pour découvrir comment ramper, faire du 4 pattes, etc. Mais on a d'autres bébés, des bébés dits vulnérables, par exemple qui sont nés prématurés, qui ont une pathologie, qui ont une hypotonie musculaire. Et ces bébés-là, si on les laisse en motricité libre sur le tapis, sans intervenir, sans les guider, sans les stimuler, c'est presque un peu, on appellerait ça presque de la motricité abandonnée. Parce que ces bébés-là, en fait, ils ont besoin
de l'adulte. Ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'être encouragés et qu'on les accompagne dans leur développement. C'est justement mon métier, c'est à ça que je sers auprès des petits. Moi, j'interviens directement auprès d'eux, je les guide vers une étape en respectant leur rythme et en respectant où est-ce qu'ils en sont. Mais voilà, motricité libre, ça ne veut pas dire qu'on laisse le bébé tout seul et que l'adulte est en retrait, pas du tout. L'adulte est là, sans le mettre trop tôt dans des positions qu'il ne sait pas prendre, mais par contre, on est là pour encourager, pour guider, pour stimuler, pour jouer avec, pour prendre du plaisir en fait, tout simplement. Je pense à une question, Sarah, que peut-être certains parents qui nous écoutent se posent aussi, parce qu'on parle pas mal de portage sur le podcast Allo fait dodo. Et notamment pour les plus petits, il peut y avoir des enfants qui passent vraiment beaucoup de temps en portage, parce que peut-être ça les apaise, parce que aussi ce sont des moments qui sont importants dans le lien avec le parent, et parce que aussi ça peut être très pratique pour les parents, parce que ça permet de bouger, etc. Est-ce que il y a un risque que justement l'enfant n'ait pas suffisamment de temps d'explorer autour de lui parce qu'il est en portage, ou est-ce que au contraire ça lui permet d'explorer encore mieux lorsqu'il est en complète liberté de ses membres? Est-ce que toi tu y vois un inconvénient? Est-ce que tu penses que ça peut être opposé, ou au contraire que c'est très complémentaire? Pas du tout, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt complémentaire. Le portage et le développement moteur, ça fait totalement partie de ça. Déjà, encore une fois, le tout petit, il a des besoins affectifs énormes quand il est né. Il a besoin d'être proche de son parent, il a besoin d'être contenu, il a besoin d'être porté, il a besoin d'être rassuré, d'être en communication avec son parent. Donc non, le portage, je trouve que c'est un merveilleux moyen pour être proche de son enfant et créer aussi un lien sécure avec lui. Et encore une fois, de 0 à 3 mois, la motricité du bébé, elle est totalement involontaire. Donc, il ne se passe pas encore grand-chose. Il ne va pas se retourner, il ne va pas attraper des objets. Donc, il ne se passe pas encore grand-chose au niveau moteur. Donc, c'est vraiment le moment aussi pour porter son enfant, etc. Et pendant les phases d'éveil, donc qui sont encore très courtes, bien sûr, à cet âge-là, parce que c'est principalement je mange, je dors, etc. Pendant ces phases d'éveil, donc qui sont très courtes, on peut installer le bébé sur son tapis, sur le dos, sur le côté, sur le ventre aussi, en restant bien sûr près de lui. Mais voilà, c'est vraiment des positions qu'on peut lui proposer sur ses temps d'éveil pendant 2-3 minutes par-ci par-là. Et il n'y a pas de risque parce que même le portage, ça contribue au développement moteur. Quand le bébé est porté, le parent bouge, et ben tout ça, ça lui permet de stimuler ces sensations vestibulaires, donc tout ce qui va être équilibre, déséquilibre, qui vont également être vécus quand il va se retourner, quand il va chercher à ramper, à faire du quatre pattes, à se déplacer. Donc nous, au contraire, ça favorise aussi, surtout quand le portage est physiologique. Donc on respecte vraiment la physiologie du bébé en l'enroulant, et ça va lui permettre aussi, quand il est allongé sur le dos, de plus facilement aussi s'enrouler pour attraper ses pieds, pour se retourner, par exemple. S'il est trop en extension pendant le portage, peut-être que ça va un petit peu coincer quand il sera sur le sol. Donc si le portage est sécure et bien fait, il n'y a absolument aucun risque pour la motricité, le développement de la motricité. Et de temps en temps, sur les temps d'éveil, quelques minutes par-ci par-là, on l'installe sur le dos, sur le ventre, en restant près de lui. Tu as commencé à évoquer tout à l'heure justement en quoi consistaient les séances que tu proposes, et en quoi consistaient les exercices que tu peux faire auprès des enfants qui justement vont en avoir besoin. Tu parlais des enfants qui vont avoir justement une motricité plus... Quel est le terme que tu as utilisé? Une motricité... Ah mince, ça m'échappe. Non, une tonicité musculaire qui va être peut-être moins importante. Voilà, c'est ça que je cherchais. Justement, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur les difficultés motrices et de développement que peut rencontrer un enfant, et quels vont être les signes qui peuvent alerter les parents pour justement se dire peut-être qu'il faut que je consulte. Finalement, à partir de quel âge on peut consulter? Enfin, tu vois, comment on se positionne en tant que parent si on a la sensation que notre enfant il a besoin d'être aidé? Alors déjà, moi, je pars du principe que si le parent se questionne, il faut tout de suite qu'il en parle à son médecin. Ça, pour moi, c'est le premier signe. Si le parent se questionne, tout de suite, on en parle à un professionnel de santé qui est adapté. Donc nous, donc je vais parler de la psychomotricité parce qu'après, un bébé peut aussi être suivi en kiné, en orthophonie, etc. Mais en tout cas, en psychomotricité, on va... Excuse-moi Sarah, juste pour la précision, il faut forcément passer par un médecin avant d'aller voir un psychomotricien?
Ouais, c'est sur ordonnance. Faut avoir une ordonnance, en fait. Il faut passer par son médecin. D'accord. C'est sur prescription médicale. Comme pour la kiné, comme pour l'orthophonie. Nous, par contre, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, par certaines mutuelles, mais pas par la sécurité sociale. Mais par contre, en effet, c'est le pédiatre qui fait, ou le médecin généraliste, ou un autre médecin, peu importe, mais qui suit l'enfant, qui va faire une ordonnance pour un bilan psychomoteur, où donc on va évaluer toutes les compétences motrices de l'enfant. Et ensuite, on va voir tout ce qui va bien, et ce qui est aussi un petit peu plus compliqué, et s'il y a besoin de mettre en place quelques séances, et qu'est-ce qu'on peut nous aussi donner comme conseil aux parents pour qu'ils puissent les appliquer à la maison. Voilà, donc du coup, nous, on reçoit des bébés qui peuvent être très tendus, qui pleurent beaucoup. Notamment, je pense aussi aux bébés qui, tu sais, quand ils sont dans les bras en portage et qui se jettent vers l'arrière, ou quand ils sont sur le tapis, qui vont avoir les bras et les jambes qui sont très tendus. Voilà, un bébé qui va être tendu dans son corps, qui est pas relâché, et ce qui peut le gêner dans sa motricité. Par exemple, il peut avoir du mal à s'enrouler pour se retourner, il peut avoir du mal à s'enrouler pour se mettre en position quatre pattes, parce qu'il est vraiment trop tendu dans son corps. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut consulter un psychomotricien. Les bébés qui sont tout mous aussi, donc hypotonie musculaire, le fameux terme que tu cherchais. Donc en gros, un bébé qui peut avoir l'air assez passif, on le met dans une position et puis il reste dans cette position, il cherche pas forcément à attraper ses pieds, à se retourner. Quand il est sur le ventre, il attrape ce qui est devant lui, mais il va pas chercher à pivoter, à ramper. Voilà, un bébé qui est assez passif et qui du coup peut prendre un certain décalage dans ses acquisitions motrices. Ça peut être une raison aussi de consulter. Les bébés qui sont coincés assis aussi. Parfois, on peut avoir certains parents qui vont asseoir très tôt les bébés. Et puis, le bébé, comme il adore être verticalisé, il va prendre goût à cette position et il ne voudra plus retourner sur le dos ou allongé sur le ventre. Il va réclamer cette position et donc, il va rester assis toute la journée sans savoir s'y mettre seul et sans en ressortir. Donc, on a certains bébés qui vont trouver le chemin quand même pour sortir de cette position et puis pour trouver le rampé ou trouver le quatre pattes. Mais on a d'autres bébés qui vont pas le trouver tout seul et qui du coup vont rester des semaines, des mois, assis toute la journée, sans expérimenter, sans vivre d'autres expériences motrices, sans se déplacer au sol, sans avoir la possibilité de se déplacer vers un meuble pour ensuite se mettre debout. C'est une raison aussi pour lesquelles on peut consulter. Un bébé qui ne supporte pas d'être sur le ventre, ça aussi. La position sur le ventre, ça c'est vraiment le point de départ de toute la motricité. Tous les déplacements partent de la position sur le ventre. Donc tout ce qui va être le pivotement, le rampé, le quatre pattes, trouver comment se mettre assis tout seul, trouver comment se mettre debout tout seul. Tout ça, ça part vraiment du plat-ventre. Et là, j'en profite du coup pour faire un petit aparté là-dessus, parce que souvent, justement, sous couvert de motricité libre, on ne met pas les bébés dans une position qu'ils ne savent pas prendre eux-mêmes. Et bien du coup, on ne met jamais les bébés sur le ventre tant qu'ils ne se retournent pas tout seuls. Donc cette phrase-là, d'éviter de mettre les bébés dans une position qu'ils ne savent pas prendre, c'est ok et c'est valable pour la position assise et pour la position debout. Mais c'est pas du tout valable pour la position sur le ventre. Ça, c'est même une recommandation de la Haute Autorité de Santé et de l'Organisation mondiale de la santé de faire découvrir dès le premier mois de vie la position sur le ventre au bébé. Donc bien sûr, il y a des petites choses à respecter, toujours en journée, jamais pendant la sieste ou pendant la nuit. Donc en journée sur les temps d'éveil, toujours sous surveillance de l'adulte. Donc quand le bébé est sur le dos, on vient le faire rouler sur le ventre et puis on reste un petit peu à côté de lui et puis au bout d'un moment, on le remet sur le dos. Pourquoi est-ce qu'on recommande de faire ça ? Eh bien tout simplement parce que déjà ça permet au bébé de muscler sa nuque et tous les muscles de son dos, puisque petit à petit, il va chercher à relever sa tête. Et en moyenne, un bébé vers 3 mois devrait pouvoir tenir correctement sa tête quand il est allongé sur le ventre. Donc c'est vraiment sur le ventre qui se muscle. C'est pas en étant sur le dos, c'est vraiment à plat ventre qui va pouvoir tonifier les muscles de son cou et de son dos. Une autre des raisons, c'est une façon de lutter
contre le risque de déformation crânienne positionnelle. Donc tout ce qui est les plagiocéphalies, les brachycéphalies, etc. Donc parfois elles peuvent être dues à une cause pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, mais souvent aussi ça peut être dû parce que l'enfant est trop souvent allongé sur le dos ou qu'il est trop souvent dans un transat, dans un cosy, et forcément comme le crâne est encore très mou à cet âge-là, on peut avoir un aplatissement du crâne. Donc le fait de varier les positions en installant le bébé sur le côté, sur le ventre pendant ces temps d'éveil encore une fois, de le porter, tout ça, ça permet aussi de lutter contre les déformations crâniennes positionnelles. Et puis encore une fois, bien sûr, plus on fait découvrir la position sur le ventre tôt au bébé, plus il va s'y habituer et plus il va l'apprécier. Si on attend que le bébé trouve tout seul comment se mettre sur le ventre, imaginez un bébé de 9-10 mois qui se retourne qu'à cet âge-là, du coup, il va arriver à 9-10 mois sur le ventre, il n'aura pas suffisamment de tonus peut-être pour tenir sa tête, on va avoir un décalage dans les acquisitions motrices, il va sûrement pas du tout apprécier cette position qu'il ne connaît pas et dans laquelle il n'est pas du tout confortable, donc plus on lui propose tôt, mieux c'est pour la suite. Ouais, donc ça c'est l'une des... ça c'est quelque chose que je rappelle le plus souvent possible. Ce sont des nuances vraiment importantes. Ouais, complètement, complètement. Et donc, bien sûr, une autre raison pour laquelle consulter, c'est si jamais il y a un décalage dans les acquisitions motrices, surtout. Ça, c'est l'une des raisons principales. Si jamais on a un doute, on n'hésite pas à faire un bilan. Voilà, parfois, il n'y a même pas besoin de séance après, mais au moins comme ça, le parent est rassuré. On a une guidance parentale, nous aussi, pour les aider, pour les conseiller. Donc, faut pas hésiter à en parler à son médecin qui, si besoin, réorientera sans hésiter vers un psychomotricien ou vers un kiné. Et tout ce qui va être plutôt les troubles au niveau de l'alimentation, au niveau de l'oralité, etc. Tout ça, ça va plus être du domaine de l'orthophonie. Donc c'est pareil, on n'hésite pas non plus à en parler à son médecin. Et donc concrètement, comment ça se passe après un suivi? Parce que là, donc, tu nous as parlé d'un bilan qu'on pouvait faire, et après tu disais il n'y a pas forcément non plus finalement de séance derrière, mais il peut y en avoir, et en principe, est-ce qu'il y a une durée un petit peu moyenne? Est-ce que c'est vraiment au cas par cas selon l'enfant? Après, j'imagine aussi que ce qui se fait en séance avec l'enfant peut être reproduit à la maison pour qu'il y ait des bienfaits encore plus rapides, j'imagine. Comment ça s'organise finalement entre le travail en séance, le travail à la maison? Qu'est-ce que le parent peut faire? Donc en effet, c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que déjà, on commence toujours par un bilan, ça par contre qui est global à tous. Les épreuves, bien sûr, dépendent de l'âge de l'enfant. On va pas demander, on va pas vérifier si un bébé de 3 mois sait mettre un cube dans un bocal. Ça, c'est vraiment, on a des épreuves qui sont adaptées à chaque tranche d'âge. Et donc, ça nous permet un peu de faire un état des lieux, un check-up de tout ce que le bébé sait faire et de ce qui est plus compliqué. Et en fonction de ce qu'on observe, si on voit qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui gêne, qu'il y a un petit décalage, nous, on va proposer quelques séances aux parents pour vraiment venir travailler sur ces difficultés-là et puis qu'ensuite, voilà, ça roule tout seul. Parfois, bien sûr, on a des bébés qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Je reparle des bébés vulnérables s'il y a une prématurité ou une pathologie particulière dès la naissance. Là, bien sûr, il y aura besoin de plus d'accompagnement, de plus de soutien. Donc, vraiment, la durée des séances, la durée du suivi dépend d'un enfant à un autre et dépend de sa vie, de ses conditions de vie, de ses conditions environnementales, etc. Et bien sûr, donc moi, ce que je fais, c'est que je donne toujours plein de conseils aux parents et je leur demande même parfois de ne pas hésiter à filmer certaines choses que je fais en séance pour pouvoir ensuite les reproduire à la maison. Le secret, de toute façon, c'est la répétition. C'est ça qui fait que ça va se mettre en place. Donc moi, c'est ce que je dis aux parents. Si vous venez juste me voir une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, mais on ne reprend pas à la maison, ça sert pas à grand chose. C'est comme quand on va chez le kiné parce qu'on s'est fait mal à la cheville. Si c'est juste chez le kiné qu'on travaille et qu'on fait pas des petits exercices réguliers à la maison, finalement ça va évoluer, mais ça évoluera moins vite. Donc plus le parent reprend des petites choses à la maison qui sont vraiment des choses très faciles, des choses très faisables à mettre en place dans le quotidien. Et encore une fois, c'est en prenant du plaisir en faisant ça avec son enfant. Le but, c'est vraiment aussi que le bébé aussi, il prenne du plaisir. Donc ça se remet très facilement en place et si le parent est acteur aussi, c'est là que ce sera encore plus efficace. Est-ce que c'est plus efficace plus c'est pris tôt, on va dire? C'est plus l'enfant est petit? Ou est-ce que finalement, à partir du moment où on est dans une démarche, on a des résultats qui suivent?
Alors en effet, plus on s'y prend tôt, bien sûr, c'est comme pour tout, hein, la prévention, ça part de là. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Encore une fois, bien sûr, ça dépend si vraiment il y a une lourde pathologie, l'évolution il va évoluer, mais bien sûr va être un petit peu plus lente que si c'est juste une difficulté transitoire, par exemple. Mais dans tous les cas, bien sûr, plus on s'y prend tôt, dès qu'on se dit pas: «Bon allez, on va voir, encore 1, 2, 3, 4, 5 mois, si ça passe». Non, il vaut mieux y aller tout de suite et comme ça, au moins, le professionnel saura vous dire si, bah voilà, est-ce que c'est quelque chose de transitoire ou est-ce que là, non, il va y avoir besoin d'un petit peu plus de soutien, ce serait bien qu'on se voit un petit peu. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. La prévention, c'est vraiment le mieux. De toute façon, on connaît, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est valable vraiment pour tout cette citation. Oui, surtout qu'en plus, j'imagine qu'après, l'enfant grandissant, il peut aussi, dans son corps, trouver des compensations par rapport à certaines choses qu'il a peut-être pas réussi à faire facilement parce que peut-être qu'il y avait un blocage ou quoi que ce soit, mais qui a pas été identifié. Et puis, bah, du coup, après, il peut se retrouver peut-être avec, à être douloureux, à peut-être à ce qu'on comprenne pas vraiment pourquoi c'est compliqué pour lui. Je sais pas si je vais te citer un exemple et tu me diras si c'est approprié, mais par exemple, je sais qu'il y a certains enfants qui peuvent vraiment avoir des grosses raideurs en fait au niveau de la nuque, au niveau haut, parce que finalement, dans leur motricité, il y a certaines choses qui leur sont très très difficiles et du coup ils se raidissent en fait. Et j'imagine qu'après ça peut peut-être être difficile pour eux à table quand ils sont assis ou pour tenir en place. Et donc je me doute que plus on s'y prend en amont et puis après plus tout est fluide, même si quitte à faire quelques séances, c'est probablement plus intéressant. Oui, c'est ça, complètement. On peut pas du tout, parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment, d'un enfant, à un autre. Mais bien sûr, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et après, bien sûr, c'est pas parce qu'un enfant a eu un développement, moteur, du plado jusqu'à la marche sans aucun souci, parfaitement dans les tranches d'âge et cetera, que plus tard, il y aura pas quelque chose qui va le gêner à l'école et cetera. Ça, encore une fois, voilà, vraiment, ça dépend des enfants, ça dépend de son développement, ça dépend de tellement de facteurs qu'on ne peut pas prévoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a quelque chose qui coince, même plus tard, là par exemple, j'ai des parents qui m'appellent pour leur enfant de 4-5 ans parce que il a du mal avec des petites activités de motricité fine, il a du mal à rentrer dans le graphisme, etc. Et ben il vaut mieux tout de suite se voir, faire un bilan, donner des conseils aux parents qui vont pouvoir tout de suite remettre en place à la maison, que l'école aussi va pouvoir prendre en compte, plutôt que d'attendre le CP, le CE1, le CE2, et puis oui, il y avait une alerte en grande section, mais on s'est dit que ça allait passer. Non, il vaut mieux tout de suite consulter et comme ça au moins on est accompagné. Voilà, c'est surtout ça, on est accompagné. Ça me paraît plutôt bien comme mot de la fin, Sarah. Je te propose qu'on aille doucement pour clôturer pour terminer ce podcast. Mais peut-être avant de se quitter, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur justement les différentes activités que toi tu as, parce que tu parlais d'ateliers, de webinaires, etc. Comment est-ce qu'on te rejoint? Tu disais que tu étais bien active aussi sur Instagram. Est-ce que c'est la première porte d'entrée pour retrouver ton travail? Comment on peut finalement prendre contact avec toi et profiter de ce que tu partages? Exactement. Donc Instagram, c'est vrai que pour le coup, c'est la première porte d'entrée. C'est très bien, très bien imagé. Donc sur mon compte Instagram, c'est Sarah avec un H à la fin, psychomote, le tiré du 8, ex. Sarah psychomote ex, donc AIX comme Aix-en-Provence, où là j'essaie vraiment de partager quand je peux des conseils et des idées d'activités pour les parents et pour les professionnels de santé. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc j'organise en effet des ateliers d'éveil psychomoteur qui sont des groupes parents-bébés que j'organise dans mon cabinet libéral à Aix-en-Provence. Donc s'il y a des parents de la région qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet. Et les webinaires que j'organise, donc ça c'est plus pour les professionnels de santé, donc pour transmettre des informations, de la théorie, des outils pour leur pratique, vers qui réorienter, les signes d'alerte, etc. Donc il y a des webinaires qui sont spécifiques pour les psychomotriciens et des webinaires qui sont accessibles pour tous les autres professionnels de santé et de la petite enfance. Merci beaucoup. Sarah, tu nous as accordé vraiment un temps précieux sur le podcast et ça nous a permis vraiment de poser les bases et d'appréhender ce mouvement avec beaucoup plus de facilité. Donc merci beaucoup. C'était passionnant.
Et puis, j'invite tous les parents qui nous écoutent à te retrouver sur Instagram et à découvrir ton travail pour accompagner au mieux leurs enfants. Bonne continuation à toi. Merci Aurélie et merci de m'avoir reçue. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo Fédodo.